Madame, Monsieur, bonsoir. Maroc, une défense commerciale en acier. C'est la thématique d'Éco-Débat ce soir. Tout de suite, l'édito. Depuis qu'un certain Donald Trump agite le drapeau de la guerre commerciale, c'est un système vieux comme le monde qui perd pied. Et si le commerce mondial venait à être redéfini? Et si ces règles, us et coutumes en vigueur venaient à devenir presque obsolètes depuis qu'un homme, celui à la tête de la première puissance mondiale, décide au nom de la protection de la sécurité nationale d'imposer plus, de taxer davantage les importations d'acier. Et l'acier ne crée pas que des tensions commerciales chez les pères de la révolution industrielle. L'acier est aujourd'hui sujet de querelles un peu partout dans le monde, et même entre le Maroc et certains de ses partenaires commerciaux. Oui, la Turquie dérange aujourd'hui à plus d'un égard, mais est-ce à juste titre? C'est justement ce qui fait notre émission ce soir. Et avant de se projeter dans l'impact économique d'une guerre commerciale entre les titans de l'industrie mondiale, il faudrait peut-être voir de plus près ce qui compose ce secteur sidérurgique chez nous, quand on sait que la production mondiale avoisine les 1,5 milliard de tonnes par an, dont la moitié d'ailleurs par l'empire du milieu, et que la demande mondiale d'acier va crescendo. Le Maroc ne fait pas défaut. Après le pétrole et le blé, parfois cette matière première pèse dans le top 5 des plus chères sur notre balance commerciale. Comment alors gonfler sa valeur ajoutée en sachant que le Royaume semble bien décidé à passer à la vitesse supérieure dans sa cadence industrielle? Place au débat. Ce soir sur le plateau, Abdelatif Komat, bonjour. Bonjour. Alors, bien sûr, vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bienvenue, professeur. Merci. En face, j'ai le plaisir de recevoir Driss Essaoui. Bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, notre consultant en tout ce qui concerne les affaires économiques et financières. Bienvenue à vous aussi. Merci. Et pour représenter la filière, j'ai le plaisir de recevoir également dans cette émission Tarek Haïtri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques. Bienvenue à vous aussi. Merci. Alors, ma première question vous est destinée justement. Si on devait tout d'abord, n'est-ce pas, dresser un bilan et surtout un état des lieux pour planter le décor, comment se porte aujourd'hui cette filière sidérurgique au Maroc? Merci pour votre invitation. La sidérurgie au Maroc, qui fait partie des métiers IMME, se compose déjà de deux filières, les produits plats et les produits lents. Je dirais qu'aujourd'hui, les produits lents se portent bien relativement au Maroc, puisque depuis quelques années, il n'y a aucune importation et les industriels marocains sont bien placés et ils couvrent 100% de parts de marché. Donc nous n'importons pas d'acier au Maroc? Nous n'importons pas de produits lents. Lents, voilà. De ronds à béton. Okay. Nous n'en importons pas depuis quelques années. Okay. Il reste aujourd'hui les produits plats qui sont les tôles et qui sont aujourd'hui objets de ces guéguerres au niveau mondial. Les produits plats, nous avons un opérateur national qui est en difficulté depuis quelques années, qui essaye de sortir la tête. Qu'on essaye de sortir aussi. Voilà, qu'on essaye tous au fait de sortir de cette situation délicate. Donc, ce secteur a des points positifs et des points négatifs, mais toujours est-il qu'aujourd'hui... Quelle est la répartition entre les produits plats et les produits lents? Les produits plats représentent aujourd'hui... Le Maroc consomme environ 500 à 600 000 tonnes par an. Et les produits longs représentent environ 1,5 million de tonnes par an. Les produits lents sont des produits qui sont destinés à la construction, au BTP. Or, les produits plats sont des produits destinés à l'industrie, création de valeur. Très bien. Alors, en chiffres, combien pèse ce secteur aujourd'hui? Aujourd'hui, le secteur des IMME en général représente 50 milliards de dirhams dans le PIB national. C'est environ 50 000 emplois, quand même. Oui. Ça reste assez faible, je dirais. On pourra aller encore plus loin en termes d'employabilité dans le secteur.
Mais c'est un secteur qui représente une bonne partie de notre PIB et qui pourra représenter plus et plus encore. Alors, je me tourne vers Latif Komat. Selon vous, ce secteur-là tourne-t-il à plein régime aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Bon, si on parle un peu des IME d'une manière générale, les IME dans les pays avancés sont considérés pratiquement à la tête des secteurs, hein, si on les compare aux autres secteurs d'activité. Au Maroc, on avait, c'est vrai, une politique à un certain moment, dans les années 60, justement, pour faire des IME d'une manière générale, un des leviers de l'industrialisation du Maroc. Bon, malheureusement, les choses n'ont pas évolué comme on le voulait. Hein, pour dire qu'aujourd'hui, bon, ça représente 50 milliards de dirhams, c'est un bon chiffre, mais c'est relatif. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel, surtout que le secteur, groupe quand même, pratiquement il est sur toutes les palettes. Il est sur des produits finis de consommation, il est sur des produits semi-finis et il est essentiellement sur des biens d'équipement. Oui. Et on connaît un peu aujourd'hui quelle est la place des biens d'équipement au niveau des différentes économies. Donc, ce qui fait qu'on peut dire qu'on peut faire mieux sur ce secteur-là. Mais, Drissa Essaoui, qu'est-ce qui manque pour faire mieux? En fait, ceci explique cela. Nous avons une industrie, disons, manufacturière qui n'est pas arrivée à une vitesse de croisière qui pourrait justement... Même avec les nouveaux métiers de l'automobile, ils sont demandeurs, n'est-ce pas, en Asie? Non, mais de toutes les manières, il y a des spécificités même pour cela. C'est-à-dire quand vous parlez de la tôle au niveau des voitures, c'est une tôle très particulière. Elle est, souvent, elle est importée. Toutes les composantes, c'est pour ça qu'on parle du taux d'intégration de l'industrie automobile. Le problème, c'est que nous avons une évolution. Vous avez, professeur Komat a parlé, du fait que le Maroc est placé l'industrie, les IME comme étant un levier de croissance, c'était durant les années 60. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, c'était à l'aube des indépendances et que d'ailleurs un certain Gérard de Bernis avait lancé l'idée des industries industrialisantes. Nous avons notre voisin de l'Est qui a investi énormément sur la sidérurgie, mais malheureusement avec une logique pas toujours économique et qui a fait que l'acier algérien n'est pas du tout compétitif au niveau international. On a construit, c'est-à-dire il y a eu des investissements énormes. Le Maroc a commencé par une unité importante qui aujourd'hui effectivement elle connaît des difficultés eu égard au marché, eu égard aux problématiques posées par la compétitivité, par la nature du produit, par la disponibilité de la matière première. Il y a un certain nombre de facteurs qui jouent dans ce sens-là. Maintenant, on n'avance pas parce qu'on n'a pas encore, nous n'oublions pas, le taux de croissance du PIB hors, quand on enlève l'agriculture, on est à 2-3%. C'est-à-dire qu'il faut être clair. Et ce sont, si vous voulez, des industries souvent de services, des industries. Maintenant, l'automobile commence à prendre de l'ampleur, le câblage électronique commence à prendre de l'ampleur, mais c'est un processus qui est encore lent. Et on est situé dans le cadre d'une division internationale du travail qui nous donne ce petit strapontin qu'on est en train d'occuper gentiment. Qu'est-ce qu'on importe aujourd'hui en ce qui concerne cette industrie Tariq Aitri, on a parlé de production tout à l'heure, c'est ce que on parlait en tout cas d'un process de production. Qu'en est-il des produits qu'on importe? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais juste rappeler ou refaire une introduction concernant l'acier. Vous savez, l'acier, c'est un produit qui représente l'épine dorsale de toute évolution de pays et le développement d'un pays. D'ailleurs, l'Europe avait justement une union... J'y viens. Ouais. L'Union européenne d'aujourd'hui... C'est la base de l'Union. Voilà, l'Union européenne d'aujourd'hui est le fruit de l'union du charbon et de l'acier. Oui. Toujours est-il que ce produit important doit être maîtrisé techniquement et économiquement. Je voudrais aussi rappeler que tous les pays leaders aujourd'hui dans la sidérurgie ont une histoire centenaire dans ce domaine. Je fais un rappel aussi, c'est qu'on ne peut pas s'improviser sidérurgiste. Cela prend des générations
pour devenir sidérurgiste, pour maîtriser le produit. C'est pour ça que j'ai fait tout à l'heure la différence entre le produit lent et le produit plat. Le produit lent est fabriqué par des machines. Le produit lent ne nécessite pas une technicité spécifique. Or, le produit plat, c'est un éventail d'utilisation finale, de techniques, et à sa production, on ne fait pas beaucoup de valeur ajoutée. Ça, c'est très important de le rappeler. Est-ce que c'est l'une des raisons qui font que, sans citer bien sûr de nom, ce sidérurgiste bien connu du public d'ailleurs, connaît des difficultés? Est-ce que c'est par rapport à cela? Est-ce que ça ne génère pas assez de valeur ajoutée parmi les raisons? À travers le monde, la sidérurgie de produits plats ne génère pas une grande valeur ajoutée parce que c'est un produit d'amont. Les marges sont comptées à quelques dollars à la tonne. Donc toute fluctuation d'énergie ou de matières premières ou de minerais affecte le coût et affecte la marge. Maintenant, les problématiques de notre sidérurgiste national ne peuvent pas être limitées uniquement à cela, parce que... Non, je disais parmi les raisons peut-être. Ça pourrait être. Je ne peux pas aussi me prononcer sur les problématiques. C'est une source interne à cette société. Cependant, à titre de rappel, la fédération de FIM a toujours été aux côtés de cette entreprise, parce que c'est tout à fait logique. Nous avons toujours été à leur côté. Nos membres, qui sont les utilisateurs des produits, ont été à leur côté. Preuve en est-il que ces membres ont accepté d'acheter un acier plus cher que sur le marché international pour supporter et aider cette entreprise à survivre. Et le résultat en est qu'aujourd'hui, cette entreprise détient 85% de parts de marché aujourd'hui. C'est cela. Donc maintenant, si à 85% de parts de marché, il existe toujours des problématiques, ça veut dire que les problématiques sont ailleurs, il faut aller les chercher ailleurs. Alors qu'en est-il de l'importation? Juste pour revenir à ma question. Alors l'importation, nous importons, alors en termes de produits plats, nous importons des tôles, des bobines, de la tôle en général, qui sert à la création de divers produits, qui sert à la fabrication de structures, à la fabrication de réservoirs, de biens d'équipement. Donc nous importons, on va dire, les grades spécifiques. Parce que, comme je vous ai dit, il y a un éventail dans les produits plats, c'est un éventail de gamme de produits. Oui, bien sûr. Donc tout n'est pas fabriqué localement. Le sidérurgiste national ne fabrique même pas 15% de la gamme. Voilà, j'avais besoin de ce chiffre. Nous ne fabriquons que 15%. Même 15% si on prend toute la gamme de grades d'acier qui existent. Parce que nous avons des aciers qui vont... On a besoin de la tôle marine pour l'industrie maritime. Donc juste en pourcentage, de manière globale, sans vraiment entrer dans le détail, de manière globale, quel est le pourcentage de l'importation par rapport, en tout cas pour couvrir ne serait-ce que la demande du marché national? Aujourd'hui, de toute façon, nous n'importons que 15%. C'est cela. Aujourd'hui, nous n'importons que 15%. Les clients s'adaptent à la gamme de produits de notre producteur national, donc on change les grades. Mais ce n'est pas possible pour tout. Très bien. Donc nous n'importons que 15% des besoins Aujourd'hui, oui. On dépasse, puisque vous avez un producteur qui détient 85% de parts de marché. Cela va de soi que nous n'importons que le reliquat. Et il se porte mal tout de même. Alors, très bien. Qui nous fournit justement qui est notre premier fournisseur? C'est l'Union européenne d'abord. C'est l'Union européenne. L'Union européenne, suivie de la Chine. Oui. Puis, si vous visez bien sûr la Turquie, ce n'est qu'un fournisseur lambda parmi les autres. Alors, professeur Komat, si c'est un fournisseur lambda parmi d'autres, pourquoi autant de... Bien sûr, je voudrais juste rappeler à nos téléspectateurs, n'est-ce pas, que le Maroc a déposé un appel, en tout cas, auprès de l'OMC en ce qui concerne ces règles, n'est-ce pas, anticoncurrentielles, en ce qui concerne la Turquie, anti-dumping en l'occurrence. Et d'ailleurs, il a fait appel parce que cette demande a été rejetée, n'est-ce pas, par l'Organisation mondiale du commerce. Si c'est rédhibitoire, en tout cas minime, pourquoi? Alors, il faut relativiser. Alors, lorsqu'on parle de rédhibitoire, c'est par rapport
en fait, à l'importation totale. Oui. Lorsqu'on parle de la Chine, de l'Union européenne, c'est les importations en acier. Mais le problème qu'on évoque aujourd'hui avec la Turquie, il est lié à un créneau précis et qui touche une entreprise précise. Et par rapport à ce créneau, la part de la Turquie, elle est importante. Lorsqu'on parle de l'acier laminé, qui est l'objet un peu de cette discorde entre le Maroc et la Turquie, là, ce n'est pas rudimentaire. Hein. Ça représente une part importante du marché, mais par rapport à un produit, parce que le problème, c'est lié à un produit, effectivement. Alors, sur ce plan-là, bien évidemment, aujourd'hui, la concurrence des entreprises turques, elle est présente avec force, et c'est ce qui est considéré comme remettant en cause un peu la vitalité économique de l'entreprise marocaine. Et bien sûr, le Maroc fait prévaloir un peu des dispositions de l'OMC, ce sont les règles anti-dumping. Oui. On considère qu'aujourd'hui, ces entreprises vendent leurs produits à des prix inférieurs au prix de revient, de manière à casser. C'est une stratégie commerciale, c'est une stratégie très agressive, le dumping, parce qu'on ne peut pas se permettre de tenir le dumping sur le long terme. On le tient sur le court terme pour des raisons d'agressivité commerciale, pour toucher un peu les concurrents. Et une fois ces concurrents n'arrivent plus... Est-ce que le Maroc est un concurrent de la Turquie en ce qui concerne l'acier? Sur le marché marocain. Sur le marché marocain. Sur le marché marocain. L'objectif, c'est de toucher cette entreprise sur le marché marocain et bien sûr d'élargir la part de marché. Et donc, bien sûr, le Maroc a pu avoir gain de cause en démontrant qu'effectivement, les pratiques de ces entreprises turques, effectivement, on peut les assimiler à un certain dumping et c'est ce qui fait que le Maroc a eu gain de cause sur cette question. Mais je rappelle que par rapport à ce produit, à cette entreprise, la présence d'entreprises turques compte beaucoup et touche l'entreprise dans sa part de marché. Driss Essaoui, de par votre expérience qui n'est plus à démontrer en ce qui concerne le commerce international, n'est-ce pas? Vous-même avez travaillé justement sur ces règles de l'OMC il y a quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc a eu raison, n'est-ce pas, de faire cet appel auprès de l'OMC? Tout à fait. Tout à fait. Qu'en est-il d'après? Alors, d'abord, il faut rappeler une chose, c'est que la logique sur laquelle l'OMC a été bâtie, d'ailleurs le GATT ici à Marrakech, c'est d'abord mettre en place un référentiel de tout ce qui est libéralisation des échanges entre les nations. Oui. Alors, quand on rentre dans le système libéralisé, un acteur compte pour un acteur. Il n'y a pas les États-Unis d'une part et nous, on est un petit pays. C'est-à-dire quand une règle s'applique, elle s'applique à tout le monde. Oui. Et c'est l'ouverture du marché. Et les règles sont faites de telle sorte à empêcher qu'il y ait une position dominante sur le plan de la concurrence, mais excès de position dominante comme c'était le cas. Et le fait que le dumping, effectivement, c'est une stratégie de terre brûlée, on rentre, on casse les prix, on déstructure le marché et ensuite on revient, comme on est toujours, c'est-à-dire si jamais ils arrivent à détricoter tout le tissu en interne, à ce moment-là, il est beaucoup plus facile d'être là parce qu'ils ont des coûts qui sont beaucoup moins chers que peut-être que les Chinois, parce qu'aujourd'hui, même le référentiel de prix au niveau de la Chine et au niveau de l'Union européenne a changé. Donc ça, c'était peut-être le dessein à terme. L'OMC, il y a un certain nombre de clauses de réserve qui sont comme l'exception culturelle, comme pour cela. C'est-à-dire que ce sont des règles de libre-échange, mais en même temps assorties d'un certain nombre. Le Maroc, on vous donne la possibilité, dans un esprit qui s'appelle les industries naissantes, donc les industries naissantes, on permet à un pays de se protéger quelque peu. D'ailleurs, le Maroc, les industriels marocains ont demandé au ministère d'appliquer cette disposition. Ça a été fait. Et ça a donné pleine satisfaction. Pleine satisfaction. Et on parle justement de bouclier commercial, n'est-ce pas? Driss Essaoui qui est levé à tout bout de champ. On parle du papier portugais, des cahiers tunisiens. Oui, mais est-ce qu'on met autant d'efforts pour améliorer la compétitivité du produit Made in Maroc? Je vais vous expliquer une chose très simple. Quand on brandit la notion de clause de réserve, c'est fait dans un but très précis. Par exemple,
Sur les céréales, par exemple, il y a possibilité sur le taux d'importation. Il y a un certain nombre de paliers quand on le dépasse. Et quand on voit que la production interne va être menacée, surtout si elle est bonne, on lève, et l'OMC le permet, on lève le taux d'importation et ça se passe bien. Pour l'acier, on a demandé à le faire, il y avait une marge, le ministère a étudié la chose et ils l'ont fait. Maintenant, la compétitivité, il y a d'autres facteurs qui interviennent sur la compétitivité. Sur la fabrication, sur le processus de fabrication, sur le marketing, sur le positionnement. Nous avons une industrie qui s'intéresse au marché intérieur et c'est tant mieux. Parce que toutes les grandes croissances, toutes les grandes industries, toutes les grandes économies ont été basées d'abord sur le marché intérieur. Les Chinois n'ont pu conquérir le monde que dans la mesure où ils avaient un marché intérieur extrêmement dynamique et qui a permis justement cette accumulation de technologie, d'argent, de savoir-faire et qui a permis à la Chine d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Au Maroc, on est dans le tâtonnement en ce qui concerne la stratégie industrielle. Nous avons disons, la nouvelle stratégie qui permet d'avoir des brèches, disons, on va dire, des espaces d'excellence. Vous parlez du plan d'accélération industrielle ? Par exemple, mais ça reste le problème dans tout ce qu'on fait dans les politiques publiques. Je vais vous le dire sincèrement, on n'a pas ce recul pour dire nous avons une vision sur 20 ans, sur 25 ans, sur 30 ans, et on garde le cap avec l'implication du secteur privé, avec un certain nombre de règles, d'incentives pour les professionnels. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un investisseur ou un capitaliste ? C'est quelqu'un qui doit faire des anticipations rationnelles. Par rapport à quoi ? Par rapport à la fiscalité, par rapport aux incentives que lui donne l'État, par rapport aux intrants dans l'activité qu'il a. Aujourd'hui, il n'y a pas de stabilité de ce cadre macroéconomique. Il n'y a pas de stabilité. Et on ne peut pas engager des investissements colossaux sur une activité industrielle ou autre si on n'a pas de cette stabilité à moyen et long terme. Et c'est ça ce qui pose problème. À chaque fois, on change. Et maintenant, on est sur la sidérurgie. Je vais vous dire une chose, et ça, on en parlait avec mes collègues avant d'entrer dans ce studio. Nous sommes peanuts. C'est-à-dire le Maroc, si on prend sa consommation, si on prend sa production, on ne compte pas. On est 1/8 de la production, enfin en tout cas de la consommation, pardon. La consommation. De la consommation en acier par rapport à la Turquie. Donc la Turquie consomme quelques 400 kg d'acier par habitant, et au Maroc, 50. Donc le 1/8. Et on représente 0,1 millième, enfin 0,1 millième de la production internationale. 0,1 millième. Voilà. De la production mondiale. C'est un acte citoyen. Ce que font les... Je ne vais pas les défendre, je ne les connais pas. On parle toujours de l'appel à l'OMC, n'est-ce pas ? Là, on parle de ça. C'est-à-dire que quand vous avez un industriel qui regarde une opportunité sur un marché, le marché marocain, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un certain nombre de chantiers qui fonctionnent bon an, mal an, notamment le BTP, etc., et d'autres activités qui commencent à se développer. C'est des gens qui, quelque part, se sont dit, il y a un créneau à prendre. Moi, je pense que résister dans ces conditions-là, ça relève de la citoyenneté et de l'engagement citoyen. Donc c'est une résistance plus qu'autre chose. Je vous rassure. Vous savez comment on appelle aujourd'hui les industriels marocains et les investisseurs dans l'industrie ? Les kamikazes. Voilà. Qui les appelle comme cela ? Dans le milieu des affaires, il faut être kamikaze pour investir dans l'industrie aujourd'hui au Maroc. C'est-à-dire il y a toute pas de plus-value. Toute industrie confondue. Toute industrie. Sidérurgie en l'occurrence. La sidérurgie, les IME en général, puisque les IME c'est des métiers, le textile, limite, je dirais aujourd'hui l'agroalimentaire. On a perdu plus de 70% de nos conserveurs. Toutes les industries de transformation sont vraiment. Il faut être patriote et avoir de la bonne volonté pour investir dans l'industrie. L'industriel marocain ne s'enrichit pas de l'industrie, il survit avec. C'est très différent. Il investit ailleurs. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Voilà. Et pour revenir à la compétitivité sur la sidérurgie, vous savez, il faut avoir un macrosystème existant pour être compétitif. Oui. Aujourd'hui, 99% des usines de sidérurgie au Maroc sont construites en plein terre. C'est ça. D'accord ? Avec un coût d'énergie qui est assez élevé. Les usines ne sont pas reliées au chemin de fer, qui est très important pour le transport, que ce soit des intrants ou du produit fini à l'export, puisqu'aujourd'hui, on a une capacité de production totale entre produits lents et produits plats
nous sommes à 3,5 millions de tonnes et une capacité de laminage de 5,5 millions de tonnes. Donc, sur un marché qui consomme 2 millions de tonnes à tout casser. Maintenant, on a un excédent à la base, on va dire grosso modo 2 millions de tonnes. Ces 2 millions de tonnes, il faudra bien les exporter. Pour pouvoir les exporter, nous ne sommes pas sur des ports comme la Turquie. Toutes les sidérurgies turques sont sur un quai, donc prêtes à export. Transporter 2 millions de tonnes en camion, ça représente 76 000 voyages par camion de 25 tonnes. Alors, vous imaginez un peu le coût et ce que ça fera sur les routes, parce qu'on parle d'à peu près 400 voyages par jour, aller-retour. Ce qui est juste aberrant. C'est peut-être une vision qu'évoquait mon parce que nous avons exactement une vision par rapport à cela. Je le rejoins parce que malheureusement, depuis des dizaines d'années, enfin des décennies, je dirais, il n'y a pas eu de politique industrielle réelle qui est là, qui a pensé aux infrastructures, qui a pensé aux zones industrielles. Quand on parle de zones industrielles aujourd'hui, des fois ça me fait sourire, je dirais, pour ne pas dire autre chose, quand j'entends zone industrielle de 50 000 m². Que ferait-on de 50 000 m²? Faire des échoppes, faire des garages. Nous avons besoin de vraies zones industrielles. C'est plus Messieurs, ce que je vous propose, c'est de continuer ce débat juste après cette pause et nous reviendrons à la discussion. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à Éco-Débat que nous consacrons aujourd'hui au secteur de la sidérurgie. Alors juste avant la pause, cette phrase, ou plutôt cet adjectif qu'a utilisé Tariq Khatri, président de la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques. Kamikaze, c'est ainsi qu'il a défini, ou en tout cas qu'il reporte, qu'on définit l'investisseur dans les industries, et notamment sidérurgistes aujourd'hui au Maroc. Qu'en est-il des importateurs ? Vous représentez, n'est-ce pas, les producteurs et les importateurs. Les utilisateurs, importateurs, distributeurs et transformateurs. Alors, qu'en est-il des importateurs en ce qui concerne, n'est-ce pas, pour revenir à cette décision de l'OMC, à cet appel du Maroc auprès de l'OMC, qu'en est-il des importateurs? Sont-ils lésés? Profitent-ils de la situation? Parce que vous représentez les deux. Je sais que c'est un travail d'équilibriste, mais qu'en est-il de ces importateurs? Écoutez, les doléances des importateurs fut élevée au début des mesures, mais aujourd'hui, nous n'avons pas ces doléances-là parce que, encore une fois, par patriotisme et solidarité, ces importateurs, aujourd'hui, sont les clients de notre sidérurgiste national. Donc, ils se sont aussi adaptés. Toujours est-il qu'ils peuvent être marginalement lésés par ces mesures, mais ils ont accepté. Ils ont accepté de jouer le jeu, ils ont accepté de participer à cette mission de sauvetage et de soutien. C'est pour vous dire que nous sommes quand même une fédération, nous sommes une confrérie, nous ne sommes pas un terrain de guerre. Mais à un certain moment, il faudra encore revoir ces équilibres, tous ensemble, au sein de la fédération. Les producteurs, les importateurs, il faut toujours revoir les bons équilibres qui serviront aux uns et aux autres, mais qui serviront d'abord au pays et au consommateur final, qui est le citoyen marocain. Ça, c'est la mission ultime. Parce que, vous savez, un acier qui est cher, celui qui le payera, c'est le consommateur final. C'est le citoyen, c'est les investissements publics. Donc, quand vous allez faire un pont d'autoroute en acier, si cet acier va coûter 2 fois le prix international... Qu'en est-il justement du prix de l'acier marocain? J'oserais dire que l'acier marocain est surpayé au Maroc. L'acier est surpayé en général, pas le marocain, mais l'acier en général au Maroc est surpayé. Pourquoi? Je n'ai pas... Mais vous, en tant que fédération, est-ce que vous n'avez pas de champ d'action par rapport à ce prix-là? On ne peut pas. Il y a un côté d'abord légal, on ne peut pas faire d'entente de prix. Et deuxièmement, entre les mesures... Mais pourquoi le paye-t-on aussi cher? Parce que vous avez un coût local qui est élevé. On en a parlé, il y a des facteurs de compétitivité qui ne sont pas là. Donc, on a des coûts élevés. Pour ce qui est de la part production nationale, tout ce qui est importation,
c'est soumis à des droits anti-dumping, Oui, c'est bien soumis sûr. à du protectionnisme. Donc, Je parle vraiment de pour le coup, pour la production nationale. ben, je vous le réexplique, c'est des facteurs de compétitivité, il faudra le voir avec le producteur national. Bon, il y a des facteurs que nous connaissons, il y a des facteurs que nous, on n'a pas, ça reste confidentiel et interne aux producteurs. C'est-à-dire que quand vous êtes, quand vous êtes dans une logique de protection d'un acteur, par exemple, dans le cas d'espèce d'un producteur d'acier. Le producteur d'acier, etc., national, que vous voulez protéger. Oui. Il y a bien entendu tout ce phénomène de solidarité qui s'est tissé autour de lui. Vous êtes dans une logique de protection. Et on le sait très bien, quand on veut développer la concurrence, quand on veut faire baisser justement les prix au niveau du consommateur, etc., pour faire fonctionner cette synergie, il faut s'ouvrir. Alors pour s'ouvrir, si vous dites ouvrir cet investissement ou exposer cet acteur, cela veut dire que vous êtes en train de lui tirer dans, disons, plein cœur. Vous êtes en train de le tuer. Et c'est pour ça tout à l'heure que j'ai dit que c'était un geste citoyen, que ces transformateurs, que ces investisseurs dans ce secteur ont choisi de garder quand même, de lui faire garder la tête en dehors de l'eau, même si, par exemple, vous savez, si on devait faire fonctionner le principe économique simple de rentabilité, moi j'ai des chantiers, j'importe directement de l'étranger, ça va me revenir 25, 30 fois moins cher que ce que je paye ici. Mais il y a une logique disons, de solidarité interne qui joue. Et quand on protège, c'est bon pour le business, cette solidarité. Le professeur Comat ne va pas me contredire. Une règle. C'est cela. Est-ce que c'est bon pour le business finalement, en fait, cette solidarité? Il faut dire que le Maroc a choisi depuis longtemps en fait, deux orientations. Tout d'abord, c'est un pays libéral. Oui. Deuxièmement, c'est un pays ouvert sur l'international. Aujourd'hui, si vous prenez le degré d'ouverture de l'économie marocaine sur l'international, il est plus ouvert que la moyenne des pays, même par rapport à des pays émergents. Aujourd'hui, importation plus exportation au Maroc représente à peu près 60% du PIB. Donc ça, ce sont des stratégies. Alors, on ne peut pas choisir d'intégrer l'OMC, d'aller vers le libéralisme, la liberté des échanges, et en même temps aller à outrance vers le protectionnisme, retourner vers le protectionnisme. Vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que ça remet en cause un peu la compétitivité, etc. Non, et cela est prévu par les dispositions de l'OMC. Tout à l'heure, Seyri Saoui a évoqué la notion d'industrie naissante, c'est-à-dire que nous avons le droit, pendant une période déterminée, de protéger une industrie au moment où il y a une difficulté, au moment où elle est naissante. Okay. D'accord ? Mais tout cela doit durer dans le temps. Vous vous rappelez, lorsque le Maroc a intégré en 1996 et qui a pris effet en 2000 l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, il y avait toute la période, carrément une décennie, qu'on appelait la mise à niveau. La mise à niveau de l'industrie au Maroc. C'était une période de transition pour justement permettre à notre appareil économique d'être à niveau pour affronter cette concurrence qui va venir de l'extérieur. C'est la même chose lorsqu'aujourd'hui on parle de dumping avec la Turquie. C'est une disposition limitée dans le temps. C'est en 2014. Alors la Turquie avec laquelle le Maroc a signé un accord de libre-échange. Et on a fait prévaloir ce droit, donc qui a été bien sûr reconnu par l'OMC, que nous avons le droit, si on donne les preuves que nous sommes en situation de dumping, d'appliquer cette règle pendant une période limitée. Oui, qui arrive comme à pour échéance. Le textile d'ailleurs. Voilà, oui. Ça pour tous les secteurs. Mais cette période-là est en principe nécessaire pour justement une mise à niveau de notre industrie de manière à ce qu'elle soit compétitive par rapport à ses concurrents. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le dumping ne peut pas en fait se pratiquer sur le long terme. Parce que c'est quoi le dumping? C'est de vendre à des prix moins que le prix de revient. Une entreprise, il peut le faire 1 an, 2 ans, 3 ans pour justement se positionner sur un marché, mais il ne peut pas le faire sur le long terme. Et donc, entre-temps, votre industrie à vous devrait se mettre à niveau. Et c'est vrai, la question aujourd'hui de ces entreprises qui peut-être sont en deçà de cette compétitivité mondiale, ils devraient prendre le temps d'étudier un peu leur fonctionnement pour qu'ils puissent justement arriver à cette compétitivité. Ils ne peuvent pas être protégés à long terme, parce que ce n'est pas la stratégie du pays, ce n'est pas la vocation du pays. Le pays, et comme vous l'avez dit, le Maroc aurait pu rester, parce qu'on est passé par des étapes. On était dans la substitution des importations dans les années 60, où l'objectif était de construire une industrie. Voilà. Et puis,
dans les années 70, on a changé de voie. On est allé vers la promotion des exportations. Et au bout du compte, lorsqu'on fait un bilan, on trouve que l'expérience de la promotion des exportations a mieux réussi aujourd'hui. Si on fait une analyse un peu de l'évolution de l'économie mondiale, les pays de l'Asie, ils ont choisi la promotion des exportations. L'Amérique latine a choisi la substitution des importations. Et c'est l'Asie qui a relativement aujourd'hui mieux réussi. Donc c'est l'ouverture. Et l'ouverture, c'est quoi? C'est tout d'abord, il y a l'économie d'échelle, et puis il y a l'ouverture sur la technologie. Aujourd'hui, on ne peut pas vouloir être à la page en matière de technologie, s'enfermer sur soi-même et fonctionner avec des coûts très élevés, avec une technologie dépassée, et en faisant prévaloir notre industrie, en la protégeant avec des surcoûts, avec des surprix. Ça peut se faire pendant une période limitée pour construire notre industrie, mais ce n'est pas la vocation à long terme. Alors, ce n'est pas la vocation à long terme. On parle de ces accords de libre-échange, on parle de protectionnisme. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, certains disent, après, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à cela, que le Maroc devrait profiter de la guerre commerciale que les États-Unis a entamée. J'ai un sourire très généreux de mon confrère Driss Essaoui. Est-ce que nous allons en profiter vraiment? Éventuellement, ça serait l'idéal, c'est de pouvoir en profiter. Mais est-ce qu'on est prêt à le faire? Ça, c'est une chose. Pour le faire, il faut être aussi compétitif. Les Américains, ce n'est pas un marché où on va venir vendre ce qu'on veut, comme on veut et au prix qu'on veut. C'est un marché leader, c'est un marché à la pointe, c'est un marché qui nécessite de la qualité, qui nécessite du sérieux, du respect des délais, des engagements. Donc tout ça, est-ce qu'on va le faire? Il y a des Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est outillé pour le faire? On est sur une étude ad hoc au cas par cas, parce que est-ce que tout le secteur, je ne peux pas me prononcer. Vous le représentez quand même. Oui, mais je ne peux pas endosser membre par membre. Il faut faire l'état des lieux, mais l'industrie marocaine pourrait éventuellement en profiter. Toujours est-il, est-ce que cette guerre commerciale va durer dans le temps? Je pense que ça va se régler assez rapidement et les décisions de l'OMC vont tomber incessamment par rapport aux mesures anti-dumping des Américains. Ça, c'est une chose. Je reviens par rapport au protectionnisme. Le Maroc a choisi d'être un pays ouvert et de faire partie de la mondialisation. Certes, dans certains domaines, on a besoin de faire du protectionnisme parce que voilà, on a une industrie naissante, il faut la protéger. Mais ce que j'aurais souhaité sur les 4 dernières années de protection par les mesures anti-dumping, il faut savoir que les recettes générées par la douane sur les mesures anti-dumping ne sont pas une entrée fiscale. Ce n'est pas une écriture comptable permanente dans les livres de l'État. Ça devrait, normalement, j'aurais souhaité et j'aurais espéré que cet argent ramassé par les droits anti-dumping soit utilisé par l'État pour supporter le sidérurgiste national, soit pour sa mise à niveau, soit pour payer ses dettes, soit pour l'énergie, pour combler l'énergie. Je ne vois pas pourquoi on prendrait cet argent qui est au fait versé par les importateurs de leur propre marge et leurs propres coûts et aller renflouer les caisses de l'État. Aujourd'hui, nous avons un cas spécifique, sauver une entreprise utilisant cet argent-là pour le faire, signer un contrat programme, mettre des targets. C'est une proposition que vous n'avez pas soumise aux autorités? Je pense que mes prédécesseurs en ont discuté avec les autorités. Moi-même, je ne l'ai pas encore fait. Vous savez, ça fait que 2 mois que je suis à la tête de cette fédération. Mais ce serait quand même, je pense que ça devrait être quand même venir naturellement par les preneurs de décision. Aujourd'hui, parce que in fine, le target, c'est de sauver cette usine. Donc, mettons les moyens pour le faire. Ces moyens, aujourd'hui, on est en train d'avoir des recettes extraordinaires, parce que ce n'était pas prévu, et ce n'est pas prévu dans le budget de l'État. C'est de l'argent qu'on pourrait utiliser pour la mise à niveau, pour compenser le prix de l'énergie, parce que la sidérurgie, c'est un secteur énergivore comme pas possible. Oui. Mais qu'en est-il des énergies renouvelables? C'est tout nouveau, c'est tout récent au Maroc. Notre mix est-ce que l'investissement, il commence à se faire dans ce segment, en l'occurrence, pour baisser la facture énergétique? On attend toujours les décrets d'application de la loi sur la libération de l'énergie moyenne tension et basse tension. Ça, si c'est appliqué, je peux vous dire que le coût de l'énergie sera vraiment soulagé au niveau de l'industrie. Mais on attend toujours ce décret. La loi est passée, on attend toujours le décret de mise en application.
Mais encore une fois, l'énergie, le mix énergétique marocain n'est pas encore assez diversifié. Vous savez, les sidérurgistes en général, ils ont besoin d'une énergie pas chère, donc on a besoin d'abord de gaz. On n'en a pas. Parce que sur le gaz, on peut signer des contrats sur 10 ans, 15 ans, 20 ans et discuter un prix avec des pays partenaires ou des entreprises exportatrices. Or, notre mix énergétique aujourd'hui est basé sur le fioul et le charbon. Des contrats qu'on ne peut pas hedger, qu'on ne peut pas négocier les prix d'avance. On est au fait sujet aux fluctuations du marché au jour le jour. Et ça représente un grand risque aussi pour le coup. Sur le business plan, ça fait un gros trou. C'est un point d'interrogation, c'est une inconnue variable. Drissa Essaoui, je vous ferai réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Et il nous reste une dizaine de minutes pour clôturer le débat. Et je voudrais qu'on les consacre quand même aux accords de libre-échange, à cette question des accords de libre-échange qui revient à chaque fois dès qu'on évoque cette question d'anti-dumping et qu'on évoque aussi la compétitivité du produit made in Maroc. Alors peut-être une réaction et ensuite on attaque sur les ALE. La réaction, elle est simple. C'est-à-dire quand on demande à une industrie de se transformer et de changer son mode de consommation de l'énergie, d'abord, quand on veut changer de fusil d'épaule, aller vers de nouvelles sources d'énergie, ça demande de l'investissement, c'est de l'argent. C'est-à-dire ça ne vient pas et ça se met pas à l'implémentation, demande de l'argent, demande du souffle, etc. Ce n'est pas encore fait. Maintenant, est-ce que sur le plan stratégique, l'État va dire oui, je veux développer ce secteur, donc je l'arme, je lui donne les outils. Et maintenant, est-ce que c'est une priorité pour le gouvernement? Moi, je pose la question, je n'ai pas de réponse. En ce qui concerne les accords de libre-échange que le Maroc a signés, ils sont nombreux. Celui avec les États-Unis, celui avec l'Europe, avec les pays arabes, etc. Après coup, aujourd'hui, on a des retours d'expérience. Beaucoup d'analystes, j'ai lu des rapports qui vous disent qu'on a très mal négocié avec les États-Unis. Les États-Unis. Ça a été dit par des Américains. Voilà. J'ai moi-même aussi travaillé plutôt sur ce dossier. Allez-y, c'est qu'on a très mal négocié tous les accords de libre-échange. Voilà, j'y viens. Donc, alors, pourquoi on a très mal négocié? C'est qu'au moment des négociations, vous savez, c'est des négociations qui sont très, très, très fines. Vous avez besoin, sur la position d'un produit, d'avoir un grand spécialiste qui connaît le produit, qui connaît son profil, qui connaît son prix de revient, etc. et qui peut, à ce moment-là, décider de dire voilà la position qu'on souhaite occuper dans le cadre du libre-échange, dans le cadre de cet accord de libre-échange. Et figurez-vous que les Américains, je pense qu'ils avaient même délégué un spécialiste sur les produits agricoles qui avait accompagné. C'est un grand prof que je connais, etc., qui a travaillé sur ça. Sur les autres secteurs, on était très faiblement représentés. C'était des fonctionnaires qui n'ont aucune expérience et même le secteur privé qui était présent n'était pas très engagé au niveau souhaité. Et du coup, vous savez, quand vous faites... Alors, je l'ai dit au début, quand vous êtes en train de négocier pour du libre-échange, c'est du one-to-one, c'est du face-to-face. On ne considère pas que le Maroc est un petit pays qui n'a pas les moyens et on va faire de la charité. Il n'y a pas de charité. C'est froid. C'est glacial. J'ouvre, tu ouvres. Je ferme, tu fermes. Vous savez, De Gaulle l'avait dit, hein, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors, Churchill avant lui, une politique. Alors, finalement, quand vous êtes dans cette logique de libre-échange, lui va se défendre. Les États-Unis, ils ont une longue expérience. Vous avez vu comment ils ont maltraité l'Union européenne sur justement le grand accord de libre-échange qu'ils voulaient. Et pourquoi Trump, aujourd'hui, est en train de renégocier? Il veut tout renégocier. C'est cela. C'est du chauvinisme, du nationalisme économique. Pourquoi? Mais a-t-il raison finalement? Non, il n'a pas raison. Sincèrement, il n'a pas raison. Mais il a une politique de fait accompli. Il met tout le monde devant le fait. Il y a des règles, vous savez, il y a des règles très strictes. Il y a des sanctions qui doivent être prises. Mais qui est-ce que l'OMC va aujourd'hui? C'est pour ça que le poste de patron de l'OMC est un poste qui est très convoité. Délicat. Parce que, vous savez, il y a un back-office au niveau de l'OMC qui est très important en termes de réglementation, etc., où il y a des enjeux. Si vous avez la possibilité d'assister aux grandes messes de l'OMC, vous allez voir quelles sont les guerres qui sont menées dans les couloirs. Les guerres, je vous assure,
c'est comme si c'était des pelotons de tireurs d'élite qui sont là, qui sont en train de négocier. Vous savez, ils n'ont pas eu froid aux yeux quand il s'agissait de négocier les génériques, par exemple, les médicaments génériques. C'était d'ailleurs à Doha, au Qatar. C'était là où on a commencé à les discuter. Ils n'ont pas eu froid aux yeux parce que les industriels américains du médicament se sont dit non. La période de franchise, elle est de temps, on va la laisser, etc., etc. Et même le travail de coulisses, il est là. Alors nous, on n'est pas outillés, sincèrement. On n'était pas outillés, on n'a pas... Et je sais qu'il y a des ressources humaines très importantes avec lesquelles on pourrait travailler. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas prendre un jeune qui a été formé à Harvard où vraiment on étudie le commerce international, les techniques, et vous allez le payer au ministère à 8 000 dirhams ou à 12 000 dirhams. Ce n'est pas possible. Alors là, il y a une réflexion à faire, peut-être. Il y a une réflexion à faire au niveau de l'État, au niveau du gouvernement. Quelle stratégie veut-on avoir au niveau du commerce international? Toutes les stratégies, même la promotion des exportations, c'est vrai, on en a profité pour certains secteurs, mais on n'a pas été au top disons, de la profitabilité de ce que donne le marché international. C'est ça notre problème. Abdelatif Koumat. Alors, par rapport à cette question, et pour être complémentaire, parce qu'effectivement, c'est un débat aujourd'hui, les accords de libre-échange, est-ce que, en fait, le Maroc aujourd'hui profite de ces accords, peut-être est-ce qu'ils sont à l'origine de certaines difficultés? Il faut dire qu'aujourd'hui, la finalité, c'est quoi? Ce sont les équilibres macroéconomiques. Il y a bien sûr la balance commerciale, qui, c'est vrai, il y a une dégradation. Il y a une dizaine d'années, on tournait autour de taux de couverture de 70%. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 60%. Est-ce que, la question, ce sont les accords de libre-échange qui sont à l'origine de cette dégradation? Peut-être pas. En partie, mais aujourd'hui, il faut rappeler que la part au niveau du mouvement du commerce extérieur du Maroc dans le cadre des accords de libre-échange représente à peu près 30%. Le reste se fait en dehors des accords de libre-échange. Donc, ils ont bien sûr un poids, mais ce n'est pas un poids déterminant. Alors, s'il s'agit aujourd'hui, il ne s'agit pas en fait de mettre les mots de l'économie marocaine sur le commerce, sur les accords de libre-échange. En principe, les accords de libre-échange s'inscrivent dans un processus. Le processus, on le connaît, après la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, l'OMC devait avoir lieu après la Seconde Guerre mondiale. On a mis en place plusieurs organisations qui réglementent toutes les dimensions des relations humaines au niveau planétaire. Les Nations Unies, la Banque mondiale, le FMI, l'Organisation mondiale de la santé. Par contre, l'OMC, on n'est pas arrivé à la mettre en place après la Seconde Guerre mondiale. Le commerce international a fonctionné par round, dans le cadre du GATT, le général accord sur les droits douaniers. Ce n'est qu'en 2014. Pourquoi? Parce que le libéralisme ou l'ouverture s'est imposé comme une voie pratiquement planétaire. Et on a commencé à croire avec la mondialisation, qu'on peut se développer en ouvrant son commerce extérieur. Maintenant, l'ouverture du commerce extérieur, pour qu'on puisse en profiter, suppose un certain nombre d'éléments d'accompagnement. Parce que le Maroc, si aujourd'hui il ouvre son commerce extérieur, ce n'est pas seulement pour agir sur la balance commerciale, c'est pour agir sur la périphérie qui va avec le commerce extérieur, notamment les IDE, les investissements directs étrangers. Voilà. Parce que le Maroc aujourd'hui, on a commencé à avoir certains résultats. Aujourd'hui, si l'industrie automobile avance bien, si l'industrie aéronautique avance bien, c'est parce que nous sommes dans le cadre de ces accords de libre-échange. Parce que le Maroc est perçu comme une plateforme, comme un hub qui permet à ces grandes compagnies de commercialiser leurs produits vers d'autres pays dans le cadre des accords de libre-échange. Par exemple, aujourd'hui, le marché de l'automobile marocain, c'est l'Égypte, c'est la Tunisie, c'est la Turquie. Ce sont les grands marchés. Et ce commerce, il se fait dans le cadre des dispositions prévues par les accords de libre-échange. Donc, ce qui fait qu'il faut le prendre en bloc, mais surtout, il faut réformer notre économie. On a évoqué tout à l'heure toutes les mesures d'accompagnement, d'encouragement à l'investissement, de la formation, toutes les dispositions du climat des affaires. C'est ce qui nous permettrait de profiter de ces accords de libre-échange. Mais dire que tous les problèmes sont liés aux accords de libre-échange ou le déficit commercial, il en est pour quelque chose, mais en même temps, c'est à l'économie marocaine de se restructurer pour être justement en mesure de profiter en bonne santé. En bonne santé, tout simplement. Je terminerai avec Tariq Atri, président de la Fédération, n'est-ce pas, des industries métallurgiques, métalliques et électromécaniques. Alors,
Quelles sont vos attentes, justement, puisqu'on parle, hein, n'est-ce pas, de cette industrie qui doit être plus compétitive, et notamment avec cet appel du Maroc à l'OMC? Bah, écoutez, je rebondirai au fait sur l'histoire des ALE. Nous avons plusieurs accords de libre-échange. Ils ne sont pas tous nocifs, mais il y en a ce qu'on appelle les accords toxiques. Je me permettrai de citer l'exemple turc. Le jour où ça a été négocié entre le Maroc et la Turquie, les données n'étaient pas les mêmes, les paramètres n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Nous n'avions pas une industrie de sidérurgie à l'époque où on négociait ça. Aujourd'hui, nous l'avons. Donc, je pense qu'il faudrait quand même renégocier ces accords de libre-échange, limite les mettre en stand-by, le temps de renaître de nos propres cendres. Maintenant, nous attendons aussi du gouvernement un apport, un vrai soutien au niveau de l'industrie en aval. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'industrie, de la protection de l'industrie en amont, qui est la sidérurgie. Mais n'oublions pas que c'est l'industrie en aval, que si on règle le problème de l'industrie en aval, on aura réglé de facto les problèmes de l'industrie en amont, puisque le canal de distribution et de consommation de l'acier, c'est l'industrie en aval. On ne peut pas protéger les intrants d'un côté et laisser rentrer le produit fini sur le marché à un prix inférieur au prix national. Donc, il y a toute une vision globale qui doit être faite en partenariat avec les ministères de tutelle et le gouvernement. Et il faudra maintenant avoir le courage d'oser prendre des décisions que par le passé, on essayait de calmer d'une façon politique. Tarek Aitri, Abdelatif Komat, Driss Essaoui, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation d'Eco-Débat. Merci à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Eco-Débat. Très bonne soirée à tous.